je vais donner la parole à Noël Dorion, qui va nous donner la conférence introductive de ce webinaire, introductive aux 3 séances. Noël, tu as la parole. Merci. Merci Yvette. Donc, je vais partager mon écran pour essayer donc de donner une définition de plante vivace. En même temps, on a tous l'impression qu'on maîtrise bien ce terme. Donc, on va voir s'il n'y a pas des choses qu'il faut améliorer ou modifier. Donc, je vais mettre mon écran. Alors, veux-tu partir, toi? Qu'est-ce qu'une plante vivace? Nous allons essayer donc de répondre à cette question. Vous en avez ici un exemple typique de saison, donc la pâquerette, dont le nom latin est Bellis perennis, autrement dit la belle pérenne, ou peut-être la belle vivace. À voir. Une définition s'impose en effet, car le groupe dit des plantes vivaces ne correspond pas à une classification botanique. Nous allons donc tenter, à partir des dictionnaires, à partir d'ouvrages horticoles, à partir de sites spécialisés, de proposer une définition qui soit cohérente et surtout sans exclusive majeure, quitte à bousculer un peu la tradition. À partir de cette définition, et en se tournant vers l'écologie végétale, nous verrons à quel type biologique appartiennent les plantes que nous avons classées dans les plantes vivaces. Et enfin, une fois ces caractéristiques mieux identifiées, nous verrons quelles sont les conséquences sur l'offre de plantes à destination des jardins, sur les modalités de production et d'utilisation. Autant de sujets que je vais survoler, bien sûr, et qui seront développés dans la suite des webinaires. Donc, commençons par quelques définitions et les définitions que l'on trouve dans le dictionnaire. Alors, dans le dictionnaire Robert, vivace, constituée de façon à résister longtemps à ce qui peut compromettre la vie, pour les plantes qui vivent plus de 2 ans. Dans le dictionnaire Larousse, qui peut vivre longtemps, pour les plantes qui vivent plusieurs années et qui fructifient plusieurs fois dans son existence. Donc, vous voyez que sur ces deux définitions, on a des choses qui sont ensemble, qui sont assez cohérentes, mais il faut lire un petit peu entre les lignes. Donc, quand le dictionnaire Robert dit qu'il peut compromettre la vie, pour une plante, ça veut dire qu'elle va survivre à la mauvaise saison. Et quand on dit une plante qui vit plus de 2 ans, si on lit entre les lignes, ça élimine les plantes annuelles qui fleurissent et meurent l'année de leur germination et les plantes bisannuelles dont le cycle jusqu'à la mort se réalise sur 2 années civiles du fait qu'elles ont besoin de froid, encore appelé vernalisation, pour fleurir. Dans le Larousse, il faut noter un complément intéressant et qui fructifie plusieurs fois dans son existence. Là encore, si on lit entre les lignes, cette définition élimine des vivaces les plantes dites monocarpiques qui ne fleurissent qu'une seule fois au cours de leur existence. Alors, on peut citer comme plante monocarpique, même si ce n'est pas un exemple parfait, le cas de l'agave, qui met 10 à 20 ans avant de fleurir, puis de mourir. Bon, la mort prend aussi quelques années. Ensuite, si on regarde dans le dictionnaire des synonymes, pour vivace, on a tenace, durable, résistant, et pour les plantes, pérennes. Et Michel a utilisé aussi ce terme de pérenne tout à l'heure. Donc, si on regarde dans le Robert, on voit que pérenne, ça veut dire qui dure longtemps. Dans le Larousse, ça veut dire durable. Autrement dit, on a bien une espèce de synonymie entre plantes vivaces et plantes pérennes. Pourtant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. On dit plante vivace égale plante pérenne, mais culture pérenne n'est pas... D'abord, culture vivace n'existe pas, pourtant on dit culture pérenne. Et dans les cultures pérennes,
on a effectivement des plantes qui restent en place plusieurs années, donc les plantes vivaces, en effet, sont dedans, mais on a aussi dans ces plantes pérennes des végétaux ligneux. Les cultures pérennes, traditionnellement, sont plutôt des vergers, des vignes, bien sûr les artichauts et aussi les fraisiers. Mais vous voyez que la synonymie n'est pas absolument parfaite. Donc, d'après ce que l'on vient de voir, on peut dire qu'une plante vivace se définit par opposition à des plantes qui ne fleurissent qu'une fois dans leur vie et dont l'espèce se reproduit par les graines, c'est-à-dire assurée par les semences. Si ces plantes ne sont ni annuelles ni bisannuelles, on peut se poser la question, sont-elles pluriannuelles? Enfin, probablement, elles sont dans les plantes pluriannuelles. Donc, si on regarde toujours les dictionnaires, plantes pluriannuelles qui durent plusieurs années. Alors là, il y a plusieurs catégories. On peut avoir des plantes qui vivent plusieurs années avant de fleurir et de mourir. On évacue ce cas, c'est celui des plantes monocarpiques qu'on a déjà évoqué. Ensuite, il y a celles qui peuvent mettre plusieurs années avant de fleurir, ou même fleurir tout de suite, et qui vont refleurir tous les ans. Donc, et qui ne meurent pas après la première floraison. Alors là encore, il va falloir faire deux catégories. D'une part, on va avoir les végétaux ligneux. Les végétaux ligneux pour lesquels la reproduction sexuée est dominante, reproduction par graines dans les conditions naturelles, bien sûr, et chez lesquels la lignification de l'individu assure la pérennité. C'est-à-dire que ce qui assure la pérennité du ligneux, c'est son tronc ou c'est ses branches. Et d'autre part, il y a les végétaux herbacés, dont la reproduction sexuée existe, bien sûr, mais cette reproduction est complétée par divers systèmes de reproduction végétative qui assurent la pérennité clonale de l'individu. Et cet aspect est fondamental, et c'est dans cette catégorie qu'il faut rechercher les plantes vivaces au sens horticole. Alors, quand je dis ici multiplication végétative naturelle, eh bien, on voit bulbes, racines tubérisées, tubercules, rhizomes et bien d'autres systèmes. Alors, en horticulture, la définition classique, qui ressemble un peu à celle qu'a donnée Michel Grésy, bien que la sienne soit un petit peu plus large que celle qui est inscrite ici. Dans les ouvrages, on trouve traditionnellement comme définition des plantes vivaces espèces herbacées dont les tiges meurent chaque hiver et reparaissent tous les ans au printemps sur la souche qui seule est durable. Donc il y a des mots importants ici. Il y a espèces herbacées. On a déjà vu dans la diapo précédente qu'on s'orientait vers des espèces herbacées qui meurent chaque hiver et reparaissent tous les ans au printemps sur la souche qui seule est durable. Donc, on exclut de cette définition les ligneux. En revanche, on y ajoute une notion de saison qui meurt chaque hiver et qui, de mon point de vue, est très restrictive. En effet, la mauvaise saison est l'hiver, ce qui n'est valable qu'en climat tempéré continental, froid et voire enneigé, et dans d'autres régions, la mauvaise saison, c'est l'été. On y trouve aussi la notion de souche qui traduit une pérennité clonale, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la souche s'agrandit chaque année. Il y a donc une colonisation de proche en proche du même individu, j'ai dit clonal, donc du même individu génétique. Cependant, là encore, de mon point de vue, cette définition fondée sur l'existence un peu dépassée d'hivers rudes et enneigés est trop étroite. Alors, elle oublie notamment donc les plantes méditerranéennes qui disparaissent l'été, mais cette définition oublie aussi les herbacées durables autrement que par la souche. Les bulbes et les rhizomes ne sont pas à proprement parler des souches. Les herbacées, ça oublie aussi les herbacées à appareil aérien persistant, comme certaines graminées, comme les bergénias que vous connaissez, et ça oublie aussi des plantes
majoritairement herbacées, mais dont la souche est un peu subligneuse, et Michel les a évoquées tout à l'heure, c'est par exemple certains hélianthèmes et le thym serpolé. Pour illustrer ce propos, je vous montre ici quelques photos, quelques exemples. Vous avez ici la corbeille d'argent, les arabis, les bergénias, les graminées que j'ai illustrées ici par les miscanthus, même si c'est un peu limite, et qui sont des plantes vivaces à feuillage persistant. Bien entendu, les meilleurs exemples pour les graminées sont celles qui constituent nos gazons et qui, comme chacun sait, ne disparaissent pas en hiver, sauf s'il y avait une couche de neige trop durable. Ensuite, l'arôme, donc le Zantedeschia ici. Ah, excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre. Le Zantedeschia ou le muguet, Convallaria. Pour eux, la partie persistante n'est pas une souche, mais un organe de réserve souterrain. De plus, comme chacun sait, dans son jardin et dans les zones fraîches et humides, l'arôme conserve ses feuilles en hiver. Enfin, citons ici les hélianthèmes que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Et je vous montre cette photo d'hélianthème panaché, qui n'est évidemment pas la couleur de la majorité des hélianthèmes sauvages, que j'associe ici à la photo de l'arabis à fleurs doubles, pour vous dire que sur ces plantes vivaces, comme sur les autres, la sélection est pratiquée, et que ce soit des plantes ornementales, comme j'ai montré ici, ou des plantes vivrières. Donc, en combinant ces différentes approches et leurs limites, on pourrait donc proposer la définition suivante. Une plante vivace est une plante majoritairement herbacée. Alors, vous allez me dire que ça fait un peu Commission européenne, mais ça veut dire que de temps en temps, il y a quand même des bases ligneuses qui se développent, puis fleurissent plusieurs années de suite, et dont la survie individuelle et l'extension territoriale, c'est-à-dire sa capacité de colonisation, sont assurées par des modalités diverses de reproduction végétative naturelle, que ça soit une souche au sens strict ou autre chose. Donc, pour préciser un petit peu les caractéristiques biologiques de ces plantes, des plantes qu'on entre dans la définition que je vous ai donnée, nous allons examiner quelques types biologiques. Alors, en 1904, le botaniste danois Runkier a proposé une classification des végétaux basée sur le positionnement des organes de survie pendant la période défavorable. Et voyons ce que nous enseigne cette classification à propos des plantes vivaces. Alors, le schéma est repris de l'ouvrage de Marcel Bournerias qui date de 1968 et qui est le guide des groupements végétaux de la région parisienne. Ce dessin peut vous paraître un peu primitif, voire simpliste, mais il est efficace, je trouve. Et pour tout dire, je l'aime beaucoup, donc vous me pardonnerez ma sentimentalité. Tout d'abord, et d'après les considérations précédentes, il faut éliminer le groupe de végétaux ici baptisé numéro 1. Ce sont ce qu'on appelle les phanérophytes, c'est-à-dire les végétaux visibles, et particulièrement donc les végétaux ligneux. À l'autre extrémité du schéma, ici en 5, il faut éliminer de notre définition les thérophytes, plantes annuelles, qui se reproduisent par graines et disparaissent dans l'année de croissance. Ensuite, passons au groupe numéro 2 qui s'appelle les caméphytes, c'est-à-dire les végétaux nains dont les bourgeons sont au-dessus du sol et qui peuvent être au-dessus du sol jusqu'à 50 cm. Ils sont aussi à éliminer du spectre des plantes vivaces que nous avons définies quand ils sont ligneux, par exemple comme la bruyère ou la myrtille. Mais quand ils sont herbacés ou subligneux, c'est-à-dire avec quelques
portions ligneuses, comme les pervenches par exemple, la question il est clair que ces végétaux doivent être classés dans les plantes vivaces. Ça veut dire que dans les caméphytes, un certain nombre qui sont plus herbacées sont à classer dans les plantes vivaces. Ensuite, la catégorie numéro 3 s'appelle des hémicryptophytes. Ça veut dire des plantes à demi cachées, dans lesquelles il faut éliminer la catégorie 3A. Pourquoi? Cette catégorie 3A, en fait, représente les plantes bisannuelles. C'est celles qui ont des bourgeons à la surface du sol, au ras du sol, et des besoins de froid pour fleurir et produire leurs graines. Donc cette plante-là, une fois qu'elle aura fleuri, elle va mourir, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ne rentre pas dans les définitions des plantes vivaces. Autrement dit, on va laisser dans notre classification la catégorie 3, puis les catégories 4 qu'on va examiner maintenant. Alors, si je regarde la catégorie 3, ce sont des hémicryptophytes, c'est-à-dire des plantes qui sont à moitié cachées, à demi cachées, et qui sont caractérisées par l'existence de bourgeons hivernaux au ras du sol. Donc, par exemple ici, vous avez 3A' qui représente une plante avec des rhizomes traçants et des bourgeons qui, en hiver, dans ces conditions, restent au ras du sol. C'est le cas de l'iris des jardins, c'est le cas aussi des orties, un peu moins appréciées des jardiniers. Et il y a une autre catégorie, donc 3A seconde, si on peut dire, qui est représentée par des bourgeons toujours au ras du sol, mais des rhizomes plus verticaux rassemblés en touffes, et c'est ce qu'on trouve par exemple sur des carex ou certaines graminées. Autrement dit, dans l'ancienne définition, dans les définitions traditionnelles de plantes vivaces, seule cette catégorie 3A seconde et un peu 3A' était considérée. Alors, la catégorie 4 maintenant, qui nous intéresse aussi ici, c'est la catégorie des cryptophytes. Les cryptophytes sont des plantes cachées. À la mauvaise saison, il y a absence complète d'organes végétatifs visibles. Que cette mauvaise saison soit l'hiver ou l'été, et les bourgeons inactifs sont enfouis. Donc, il n'est plus question d'avoir des bourgeons au ras du sol, mais des bourgeons enfouis. On a plusieurs catégories dans ces cryptophytes, et la première catégorie, quand on est en sol sec, bon, ici j'ai marqué non inondé pour comparer avec les suivants, on appelle ça des géophytes, c'est-à-dire des plantes du sol, de la terre. Il y en a plusieurs catégories. Soit ce sont des plantes à rhizomes, qui sont caractérisées ici par cette tige souterraine enracinée avec un bourgeon sous la terre. Donc, ça peut être le cas du rhizome de muguet. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Ça peut être, cet organe souterrain peut être un tubercule. Donc, c'est le cas, par exemple, des orchidées spontanées du genre Orchis. Et puis, ça peut être des bulbes. Alors, des bulbes, ici, si on veut rester dans les plantes sauvages, des bulbes de jacinthe des bois ou de perce-neige. Toujours dans les cryptophytes, donc ces plantes cachées qui n'ont pas d'organes végétatifs visibles durant la mauvaise saison. Maintenant, on passe au sol inondé. Alors, dans les sols inondés, il y a deux caractéristiques. Il y a les élophytes, qu'on appelle des plantes de vase. Et dans ce cas-là, seul l'appareil végétatif et les fleurs sont hors de l'eau. Il s'agit en général des roseaux, mais aussi de certaines renoncules. La plupart ont un puissant rhizome
traçant, comme dessiné ici en 4B. D'autres sont plus ou moins en touffe, ici 4B', et forment ce qu'on appelle des touradons, c'est-à-dire que la touffe va avoir tendance à augmenter, à accroître vers le haut et passer la surface, et du coup, on est dans une forme de transition entre les cryptophytes et les hémicryptophytes. Les carex sont renommés, c'est même une de leurs caractéristiques, de former des touradons. Autre donc plante de la catégorie des cryptophytes, ce sont les hydrophytes. Alors là, on est dans les plantes aquatiques. Donc ces plantes aquatiques sont enracinées aussi, et ce sont donc soit des rhizomes, dans le cas par exemple des roseaux, soit on a, qu'est-ce que j'entends ? Soit on a aussi des plantes enracinées qui sont des nénuphars. Je crois que j'ai fait un petit lapsus là. Bon, bref. Les nénuphars, ou alors on a des plantes enracinées qui restent toujours immergées. Et il y en a d'autres qui sont flottants, donc, mais qui passent quand même l'hiver au fond de l'eau. Et donc, dans les exemples de variétés ici enracinées, on peut citer l'élodée, et dans les exemples de flottants, on peut citer la lentique d'eau. Et ces deux exemples ont des systèmes de multiplication végétative par fragmentation de tiges qui sont extrêmement performants, voire trop en ce qui concerne l'élodée, qui est une plante envahissante, et qu'il vaut mieux cantonner aux aquariums. Donc, pour résumer ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, toutes les plantes hémicryptophytes et cryptophytes et quelques caméphytes dont les types biologiques viennent d'être succinctement décrits, entrent dans la définition que j'ai proposée pour les plantes vivaces. C'est donc finalement beaucoup plus de plantes que dans la définition traditionnelle. Elles se caractérisent par plusieurs mots-clés: diversité, diversité sauvage, je viens de l'écrire, c'est écrit ici, la rusticité. Ces plantes sont rustiques sous leur climat d'origine, et c'est vrai aussi pour leurs équivalents exotiques, puisqu'elles survivent par des dispositifs spécifiques qui permettent aussi, dans un certain nombre de cas, une multiplication végétative naturelle et qui multiplient type de multiplication qui peut être mise à profit par le producteur et le jardinier. Donc, et alors, ce sont des cultures pérennes, effectivement, puisqu'elles vont rester plusieurs années en France. Alors, conséquences maintenant, on va voir, je vous avais dit, les conséquences pour l'offre au jardin et des conséquences pour l'utilisation. Pour le jardin, la diversité potentielle va être encore plus importante que la diversité naturelle ou sauvage sous nos climats, puisqu'il faudra y ajouter les sources exotiques de climats équivalents. De plus, cette diversité indigène et exotique fait l'objet de sélections, on l'a évoqué tout à l'heure, qui ajoutent encore à la diversité. C'est du coup une diversité cultivée. Et les objectifs de sélection sont de deux ordres. Principalement, et très largement principalement, il s'agit d'une sélection pour l'esthétique, surtout quand il s'agit des plantes pour les espaces ouverts, notamment par exemple pour les plates-bandes, et peut-être des objectifs plus techniques quand il s'agit de mieux adapter ou de donner un spectre d'adaptation plus large à certaines variétés. Alors, quand je parle d'adaptation, c'est pour des environnements divers, notamment pour des conditions de sol, pour des conditions secs, frais ou inondables, acides ou calcaires, et aussi pour des conditions de lumière qui sont plein soleil, ombre ou mi-ombre. Alors, cette diversité est telle que dans une encyclopédie en ligne, il est mentionné pour ces catégories de plantes vivaces 3494 taxons, dont 297 de graminées, 37 de fougères. Je n'ai pas évoqué les fougères, mais ce sont
en général des plantes à rhizome, des bulbes 361 et des plantes de rive 226. Et il faut y ajouter 2779 plantes qui sont des plantes vivaces au sens traditionnel. Donc une extrême diversité et une offre au jardin qui est aussi très très importante. Alors, je peux vous donner quelques exemples ici de cette diversité. Par exemple, on peut trouver plus de 12 variétés et espèces et variétés de bugles rampants, c'est-à-dire la juga ici. Donc, vous voyez une espèce pourpre, alors que dans la nature, il est vert, bien entendu. Vous avez plus de 27 variétés d'agapanthes, espèces et variétés d'agapanthes, 42 espèces d'achillées, dont vous avez une toute petite représentation ici de la diversité. Et puis, vous avez plus de 25 ou 25 variétés de campanules de toute taille, dont cette charmante campanule qui a un nom à coucher dehors, Campanula portensiagiana, alors on va dire Campanula muralis, dite plus simplement campanule des murs ou des murailles. Je pourrais encore ajouter, et je ne ferai pas la liste au total, c'est bien évident, au moins 84 variétés d'astères, au moins 26 de delphinium, 25 du vrai genre géranium et 28 d'osta, etc., etc. Alors, pour continuer, quelles sont les conséquences pour la production? Les mots-clés diversité, rusticité, multiplication sexuée et végétative entraînent aussi des conséquences pour la production. Comme pour les végétaux ligneux, on parle de pépinières. On a donc des pépinières de plantes vivaces. La rusticité permet la culture en extérieur. La diversité nécessite de grandes surfaces et la multiplication végétative des parcs à pied-mer conséquents. Alors, vous avez ici quelques vues d'une exploitation bavaroise. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'exploitation en France, hein, bien au contraire, il y en a de très performantes, mais le point de vue surélevé de cette pépinière me paraît intéressant. Donc, vous avez ici des surfaces qui sont des surfaces de production en hors-sol, que l'on voit aussi ici. Là, vous avez des productions plus classiques en châssis, et puis ici, vous avez le parc à pied-mer, donc avec ici des miscanthus, dont je ne me souviens plus parce que ça fait longtemps que j'y suis allée, mais je pense bien qu'ici, la bande bleue est une bande de pied-mer d'iris. Maintenant, les mots-clés qu'on a évoqués, hein, diversité, etc., vont être mis à profit pour l'utilisation des plantes vivaces. Elle va se manifester, notamment, la diversité va se manifester dans l'étendue des emplacements possibles, depuis les plates-bandes, dont vous voyez ici un exemple, en espace ouvert, jusqu'aux plantes de rive ou de pièces d'eau. Pour faire ce rapide panorama, je vais m'appuyer sur la classification proposée par le professeur Joseph Sieber quand il était professeur d'horticulture ornementale à l'école de Weihenstephan, en Bavière, et classification qui a d'ailleurs été utilisée très longtemps dans le catalogue des pépinières Lepage. Alors, il a classé il a caractérisé de nombreux espaces d'utilisation des plantes vivaces basés en priorité sur des caractères de l'environnement qui lui paraissaient plus importants et qu'il a hiérarchisé. Il a considéré que la luminosité était le plus important et que ce qui venait en second était la nature des sols. Donc, en combinant les caractéristiques de lumière et de sol, on peut lister un certain nombre de plantes compte tenu de leurs aptitudes naturelles et ainsi faciliter leur choix.
Ainsi, les espaces sous les arbres qui sont notés ici AR sont caractérisés par l'ombre et 3 types de sols. Les sols 1, ce sont les sols secs, 2, ce sont les sols frais, 3, ce sont les sols humides. Donc, vous trouverez en AR1 des plantes qui sont capables de vivre à l'ombre et en sol sec. Je vous ai indiqué ici l'ellébore noir, c'est-à-dire la rose de Noël, qui entre dans cette catégorie. Vous aurez des plantes qui peuvent vivre sous les arbres en sol frais. C'est par exemple le lamier, ici, et puis le chêne. Alors, vous avez ces 2 variétés-là, vous voyez, sont des variétés sélectionnées, puisque le lamier est légèrement panaché et le chêne est à feuillage pourpre. Vous savez que le chêne, on l'appelle aussi désespoir du peintre, parce que son inflorescence est tellement légère et agitée par le vent que le peintre n'arrive pas à la saisir. Et puis, vous avez aussi, en sous-bois et en sol humide, un certain nombre de plantes qui sont utilisables. Donc, je vous ai mis, parce que c'est un peu emblématique, une photo d'osmonde, donc une fougère, l'osmonde royale, que l'on trouve normalement, je ne sais pas si on devrait peut-être dire trouver, parce que je ne sais pas si elles existent encore, dans les tourbières des forêts, et notamment en France, dans la forêt de Rambouillet et dans la forêt des Landes. Après le sous-bois, il a défini un espace qui est un espace dit de lisière, LI, noté ici LI, qui sont, donc les lisières sont caractérisées par des variations d'ombre de lumière, évidemment, en fonction de l'orientation. Au sud, exposé, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les plantes qui sont adaptées à ces situations de lisière le sont aussi plus ou moins pour des situations de pied de mur. Donc au sud, ensoleillé et chaud, au nord, ombragé et fraîche. Pour ces espaces, il existe aussi des plantes adaptées, donc comme je viens de le dire. Alors je vous en ai mis, là encore, j'en ai mis 4, mais bon, vous savez bien que du coup, c'est un choix très arbitraire de ma part et qui aussi s'appuie sur ma collection de photos, donc forcément, ce n'est pas forcément les meilleurs. Donc ici, vous avez la centaurée qui sera, ici c'est une centaurée des montagnes qui sera adaptée à des sols secs. Les ostas et les astilbes qui seront adaptés à des sols plus humides, mais avec des expositions à la lumière différentes. Et puis vous avez ici le patoire faux-chanvre qui, elle, sera plus adaptée au sol humide. Donc, autre espace, baptisé espace libre, EL, qui n'ont rien à voir, hein, des espaces libres qui ne sont pas les plates-bandes, hein, mais des espaces libres qui sont donc caractérisés par le plein soleil, donc des espèces qui vont supporter le plein soleil et qui, là encore, vont pouvoir évoluer dans 3 sols différents, soit des sols secs, soit des sols frais, soit des sols humides. Et comme ici, on a dessiné une pente, les sols secs vont être au sommet de la pente, les sols frais dans des zones intermédiaires, et les sols humides dans au bas de la pente. Donc, pour les sols secs, vous pouvez trouver des éringiums. Donc, alors les éringiums, il y en a beaucoup, hein, qu'ils soient maritimum ou de montagne. Et ce sont des ombellifères, pas des astéracées. Vous pouvez trouver dans les zones intermédiaires l'éphémère de Virginie, Tradescantia, ou les géraniums. Alors, en voici un, il y en a beaucoup. Et puis, dans les zones basses, très humides, j'ai mis comme exemple ici le troll d'Europe, qui est une espèce de montagne très caractéristique des fonds des bas de pente à l'étage montagnard. Alors là, nous passons maintenant à des espaces qui sont toujours de plein soleil, mais qui vont être, pour lesquels le point essentiel va être le sol, en fait, qui vont être toujours des sols pierreux, et c'est ce qu'on va appeler les rocailles. J'ai un peu élargi à ce qu'on appelle les jardins alpins, et pourquoi pas aussi aux murets.
et on trouvera donc plutôt des sols drainants et secs. On pourra y installer des euphorbes ici, Euphorbia myrcinites, qui est l'euphorbe bleu ou l'euphorbe de Corse, des scabieuses ici, le phlox subulata, qui est dit aussi phlox mousse. Alors mousse certainement par son pouvoir couvrant, mais certainement pas par sa douceur, parce que c'est une plante qui est extrêmement épineuse. Et puis, pour finir, citons les aubriettes qui sont déjà fleuries et qui sont très, très utiles pour coloniser des vieux murs, des bases de murets. Alors, de même, dans cette catégorie, on pourra utiliser des plantes alpines, comme des sédums nains, comme des joubarbes ici, et aussi comme des saxifrages. Alors ici, vous en avez à côté de Campanule, ici et ici, et saxifrages ici qui sont mis en scène, un peu comme des micro-jardins alpins dans des auges de pierre. Concernant les espaces humides, de rives et de berges, on trouvera des plantes vivaces capables de se développer dans les parties les moins submergées, c'est-à-dire ici les parties hautes de la rive. Et ce sont, par exemple, donc RB1, les phragmites, donc les roseaux, mais ça pourrait être dans d'autres circonstances les phalaris, l'iris des marais. Et puis, dans des zones qui sont plus longtemps immergées, vous trouverez des typhas, on peut installer des typhas qu'on appelle aussi des massettes, pour la forme particulière de leur inflorescence. Donc, pour terminer, on va terminer avec les plates-bandes qui, peut-être, pour vous, sont les éléments les plus caractéristiques de l'utilisation des plantes vivaces. Donc, ce sont des espaces ouverts. Vous avez ici deux exemples, les deux photographiés au jardin des plantes vivaces de Weihenstephan. C'est un petit clin d'œil que je fais à un de nos prochains orateurs. Et tout y est réfléchi, tout y est possible. On peut choisir les associations de couleurs. Là, vous avez du gris, du bleu pour une plate-bande qui regroupe plutôt des plantes de sécheresse. Ensuite, vous pouvez choisir aussi les associations de couleurs, de textures, les dates de floraison, la disposition des massifs et même changer le sol en place. Donc, je n'insiste pas sur ces plates-bandes, vous en aurez probablement des exemples dans les exposés à venir. Je crois que j'en ai maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention et je vais donc maintenant laisser la parole aux orateurs suivants. Donc, j'arrête de partager. Voilà. Noël, il y a quelques questions à propos de ton exposé. Oui. Je vais te les poser. Voilà. Essaye. Michel Bayet demande où se situent les bambous. Ah, c'en est une bonne question, ça. En 3 secondes, demande-t-il. Eh ben, moi, je dis que c'est une plante vivace. Et alors, dans quelle catégorie? 3A, 3A prime? Non? Alors là, attends, non, je ne sais pas, c'est... Comment dire? Je pense qu'on peut avoir des bambous pour beaucoup d'endroits, en fait. Bon, sans doute que dans les zones fraîches, plein soleil, c'est mieux. D'accord. Et justement, Marie-France Pougnard demande quelle est la différence entre sol frais et sol humide. Ah. Alors, c'est sûr que c'est une petite approximation. On va dire que les sols frais ont de l'eau, il y a de l'eau à disposition des plantes sans qu'elles baignent dans l'eau. Voilà. Et puis les sols humides, c'est ceux qui peuvent peut-être avoir de temps en temps des remontées de nappes qui vont un peu
qui vont les rendre plus humides ou des drainages intempestifs. Alors, j'avais une autre remarque. D'abord, beaucoup de remerciements. Super présentation, très claire et intéressante. Je crois que j'ai fait le tour. Non, voilà. Anne Aurière dit que l'osmonde existe encore en milieu naturel, Osmonda regalis. Oui, alors je pense qu'elle existe encore en milieu naturel, mais là où j'étais plus très sûre, c'était en forêt de Rambouillet quand même. Ah oui, d'accord. Je sais que j'en ai vu, mais ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée que je ne peux. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas. Ça doit être quand même relativement bien protégé. Écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant.